Un des plus grands scandales de l'imposteur Piketty est qu'il a vilipendé l'une des plus grandes réussites sociales de l'histoire, la sortie de la misère de plus d'une centaine de millions d'hommes par les États-Unis entre 1980 et 2010. La diaporama numéro 2 représente en effet, tracé par Piketty, tiré de son livre Le capital au XXIe siècle, l'évolution des revenus des 10% les plus riches aux États-Unis entre 1910 et 2010. Cette 1% les plus riches étant représentés par les triangles noirs. On voit que leur part dans le revenu est passée d'environ 20% au début de la période, est tombé à environ 10% dans la période de 1950 à 1980 et est remonté ensuite de 10% à 20%. Des courbes similaires ont été tracées par Piketty, non pas pour les revenus, mais pour le patrimoine, montrant que la part du patrimoine, comme nous le verrons, il est maintenant de l'ordre de 30%, alors qu'elle était descendue aux environs de 20% dans la période dans l'immédiate après-guerre. Et comme nous allons le voir, ceci n'est simplement le résultat, en partie le résultat, d'un artifice de calcul sur la façon dont sont calculées les inégalités. Car ce facteur, c'est le fait que entre 1980 et 2010, la population américaine s'est accrue d'environ 86 millions, plus 37%, parmi lesquels une très grande partie, de l'ordre d'environ 50%, sont le résultat de l'immigration. Il y a eu en effet 30 millions d'immigrés officiels, dont 85% étaient constitués de personnes pauvres et peu éduquées. Il faut y ajouter l'immigration clandestine, la natalité plus élevée des immigrés. Et malgré cela, et c'est là où c'est un succès remarquable, grâce à la création d'environ 50 millions d'emplois, le taux d'emploi aux États-Unis n'a pas chuté, c'est resté le plein emploi, et grâce à ce phénomène remarquable, l'Amérique a donc sorti de la misère plus d'une centaine de millions dans cette période. Comment Piketty arrive-t-il à nous faire croire que ce sont les riches qui sont enrichis dans cette période, alors que pour une grande part, c'est simplement l'arrivée de pauvres par les méthodes qu'utilisent les statisticiens pour mesurer les inégalités? Il parle d'une courbe de Lorentz, dont nous avons deux exemples sur cette slide numéro 4. En bleu, nous avons la courbe des revenus. Comment est-elle tracée? Eh bien, on met toute la population de 0 à 100 en abscisse, en partant des plus pauvres et aux plus riches, et on cumule au long de cette courbe le revenu jusqu'à arriver au revenu de l'ensemble de la population qui figure au point dont l'ordonnée est à 100. On peut faire la même chose avec non pas les revenus, mais les patrimoines, et on a la courbe en rouge. En prenant cette courbe, que l'on a figurée sur ce graphique de façon simplifiée, courte et épaisse en noir, en la mettant dans un triangle dont les extrémités sont 0 et 100, on peut mesurer les inégalités de deux manières. Une première manière consiste à regarder la part, par exemple, des 10% les plus riches. C'est donc ce que représente la flèche qui mesure la portion sur l'ensemble des 100% mesurée dans le cas précis par les 10% les plus riches. Une deuxième façon de le faire consiste à regarder la surface en cause entre l'hypoténuse du triangle et la courbe, la zone en rouge marquée grand A. Le rapport entre cette surface grand A et la surface totale grand A plus grand B, donc la surface du triangle, et c'est ce qu'on appelle le coefficient de Gini. Alors ce coefficient varie de 0 quand la courbe en noir coïncide avec l'hypoténuse, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de surface. Mais si c'est sur l'hypoténuse, c'est que tout le monde a le même revenu.
Au contraire, si une seule personne possède l'ensemble des revenus, c'est-à-dire l'inégalité maximum, et les autres n'ont rien, à ce moment-là, la courbe suit le contour du triangle rectangle, et à ce moment-là, la surface grand A occupe la totalité des surfaces A et B, donc le rapport est égal à 1. Donc l'indice de Gini varie de 0 pour l'égalité totale à 1 pour l'inégalité totale. En pratique, la France se situe aux environs de 0,28-0,30. Les États-Unis sont plus élevés aux environs de 0,35-0,40. Si comme maintenant sur le diaporama numéro 6, on présente la même courbe dans laquelle la surface grand A a augmenté, et ceci se traduit simultanément par une augmentation de la part détenue par les 10% les plus riches, comme on le voit, en faisant alterner les slides 5 et 6. La conclusion qu'en tirent généralement les égalitaristes, c'est que quand cette part augmente, eh bien, c'est que les riches se sont enrichis au détriment des pauvres. Mais comme nous allons le voir sur la slide suivante, ça peut très bien ne pas être le cas ou pas du tout complètement. Supposons en effet, comme c'est le cas dans la slide numéro 7, que la population se soit augmentée de ce qu'on a représenté par la flèche X, et que cette augmentation soit le fait de personnes qui ne possèdent rien ou qui n'aient aucun revenu. Et à ce moment-là, la courbe n'a pas changé, mais numériquement, les 10% les plus riches ou le patrimoine le plus élevé ont augmenté. Et donc leur part dans le revenu total est passée de la flèche 1 à la flèche 2. Donc on constate que, exactement comme on l'avait vu précédemment, qu'il y a une augmentation de leur part dans le revenu ou dans le patrimoine, mais que cette augmentation est simplement due à l'arrivée d'une population plus importante qui ne possède rien ou qui n'a pas de revenus mesurables, et donc on voit leur part augmenter sans que pour autant eux, les gagnants ne possèdent pas plus ou ne gagnent pas plus. Comme le rappelle la slide 8, il est vraisemblable qu'une assez grande partie de l'augmentation des inégalités dans la période 1980-2010 est due à ce phénomène d'immigration, car en effet la population américaine a donc grimpé d'environ 37%, ce qui fait que les 10% les plus riches sont passés de 2,2 millions de personnes à 3,1 millions, et donc simplement, même en supposant que ce soit les mêmes et que ça n'ait pas changé, leur part a donc augmenté, mais simplement par l'arrivée de personnes qui ne possèdent absolument rien. Il s'agit donc purement d'un effet de méthode de calcul et non pas d'une augmentation de l'enrichissement. En fait, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes personnes, elles ont changé, et bien sûr, ce n'est pas vrai que s'il n'y a eu que des augmentations par des personnes qui n'aient rien ou qui n'aient pas de revenus, mais on peut penser que ce facteur est assez important. C'est ce que laisse en effet entendre et confirmer la slide numéro 9, où l'on voit en vert sur la partie supérieure la part dans le patrimoine des 10% des Américains les plus riches. On voit que cette part monte sur le graphique de droite, monte de 60% à 65%. Elle a augmenté dans la période 1920 jusqu'à 1980 et redescend ensuite dans la période de la guerre pour remonter ensuite après la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la courbe des immigrations qui figure en bleu suit exactement le même tracé, et on peut donc penser que la montée
du patrimoine qui passe des 10% les plus riches, qui passe de 60% de l'ensemble des patrimoines américains à environ 70% dans la période en 2010, cette augmentation est due en très grande partie à l'immigration, puisque si l'on reprend les calculs, si on reprend les chiffres de Piketty, on constate en effet cette même hausse à partir des chiffres de la population. Mais l'imposture la plus grave de Thomas Piketty est que ces attaques sont des attaques dirigées sur ceux qui précisément sortent ces pauvres de la misère, sont dirigées contre les entrepreneurs qui créent la totalité des emplois. La slide numéro 11 est une étude très remarquable menée par la Kauffman Foundation à partir de ce qu'on appelle le census américain, c'est-à-dire les créations d'emplois et d'entreprises aux États-Unis. Et il montre entre 1977 et 2005 quelle a été la création et les pertes d'emplois par les entreprises nouvelles et par les entreprises déjà existantes. Les créations se situent au-dessus de la ligne marquée 0. Ce qui est en dessous, ce sont donc des pertes. Et ce qu'on a en vertical, ce sont les créations ou les disparitions d'emplois. En gris figurent les créations d'emplois par les entreprises nouvelles. On voit que c'est une création qui est relativement stable d'une année à l'autre et qui se situe aux environs de 3 millions d'emplois par an. Il s'agit, je le précise, des créations d'emplois des entreprises dites employeuses, c'est-à-dire qui naissent au moins avec un salarié. On ne compte pas aux États-Unis les entreprises créées sans salariés qui sont plus ou moins qui peuvent être des zombies. Maintenant, en griffe beaucoup plus foncé, sont les créations ou les disparitions d'emplois par les entreprises existantes. On voit qu'en général, par quelques exceptions, les entreprises existantes perdent des emplois. En fait, sur toute la période, les entreprises nouvelles ont créé environ 3% d'emplois par rapport au stock des 3% des emplois existants ont été créés chaque année par les entreprises nouvelles. Les entreprises existantes en ont perdu environ 1,7%, ce qui a laissé un stock de 1,3% qui explique la montée des emplois aux États-Unis réguliers sur toute la période depuis 50 ans. On peut donc dire de cette étude que les entreprises existantes perdent des emplois, que les entreprises nouvelles en créent, et que c'est grâce à ces créations d'entreprises nouvelles que l'emploi aux États-Unis a pu se développer. Nous ne l'avons pas reproduit ici, mais nous avons pu faire la vérification que c'était le même phénomène qui se passait dans des pays comme la France et la Grande-Bretagne. Il n'y aurait qu'en Allemagne où les entreprises existantes créerait aussi des emplois, mais nous ne sommes pas sûrs que ce ne soit pas simplement un phénomène temporaire. Mais qui sont ceux qui créent des emplois? Ce sont donc ceux qui créent des entreprises nouvelles, donc ce qu'on peut appeler des entrepreneurs. Mais qui sont-ils? Eh bien, on sait au moins, sinon que tous les créateurs d'entreprises sont des riches, on sait au moins par les études qui ont été faites à partir du Survey of Consumer Finance, dont on parlait, que ceux qui créent, que les riches, ceux qui sont les plus riches, ceux qui figurent notamment dans les 1% des plus riches, sont en très grande partie des entrepreneurs, des gens qui créent des entreprises et qui créent donc des emplois. Alors, qu'est-ce que c'est que le SCF, le Survey of Consumer Finance? C'est une enquête qui est menée tous les 3 ans par la Federal Reserve Bank américaine et qui couvre environ 5 à 6 000 familles avec un renforcement des enquêtes sur les familles les plus aisées. C'est une enquête qui est réputée mondialement comme étant la plus
sûre et la plus complète. On était donc arrivé à travers elle, et c'est ce que nous avons représenté ici, à reprenant la distribution de Lorentz, en partant c'est donc des gens les plus riches, en fortune, vers la droite sur ce graphique, à voir dans cette population des gens riches, quels étaient ceux qui étaient des entrepreneurs, définis comme des gens qui ont créé leur entreprise ou la possèdent et généralement la dirigent. On voit que le pourcentage d'entrepreneurs dans les gens les plus riches atteint aux environs de 67%. En fait, c'est exactement le chiffre que trouve une autre enquête qui s'appelle l'enquête de la série Forbes, qui tous les ans enquête sur les milliardaires américains, 400 milliardaires. Forbes, depuis des années, montre que sur les 400 milliardaires, 67% sont devenus milliardaires parce que ce sont des entrepreneurs qui ont créé leur fortune par leurs entreprises. Et si on ajoute à ces gens-là leurs parents, 90% des milliardaires américains ont créé, eux ou leurs parents, ont créé leur fortune à travers des entreprises. C'est donc, les riches américains sont essentiellement des gens qui sont des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs. Et d'ailleurs, on ne reste pas milliardaire ou millionnaire sans prendre de risques, car les disparitions ou les chutes de fortune sont ce qui arrive. Plus on est riche, plus on monte haut, plus les risques, chutes de risque sont très élevés. Et l'on constate d'ailleurs dans les milliardaires que plus de 40% ont disparu d'un exercice à l'autre. Lorsqu'on regarde les noms, c'est une hécatombe. Mais d'un autre côté, d'autres arrivent et remontent l'ensemble. Grâce au Survey of Consumer Finance, on connaît énormément de choses sur les riches américains. On sait par exemple que les milliardaires représentent environ 2% de la fortune totale américaine, mais le 1% des patrimoines les plus élevés représente 33%. Donc le 1% des patrimoines les plus élevés, qui comprend essentiellement les millionnaires et non plus les milliardaires, est beaucoup plus important en poids, en influence, en patrimoine que les milliardaires. On sait que sur ce 1%, 75% d'entre eux sont des petits chefs d'entreprise possédant des entreprises dites closely held, c'est-à-dire avec moins de 5 actionnaires, tenus ensemble par un pacte d'actionnaires, et que chacune de leurs affaires vaut en moyenne moins de 10 millions. On sait également que 75% ces riches ont ceux qui ont créé leur entreprise. Et enfin, les chiffres de Survey Consumer Finance nous ont permis de calculer l'augmentation, de voir d'où venait l'augmentation des patrimoines du 1% les plus riches entre 1989 et 2007. Leur part a donc augmenté, puisqu'elle est passée de 8 milliards de 28 trillions sur 28 trillions à 21 sur 64. Mais cette augmentation assez considérable, puisque leur part est passée de 30% à 33%, la plus grande partie provient de leurs investissements industriels, c'est-à-dire ce qu'on appelle le patrimoine business, c'est-à-dire précisément ces petites entreprises individuelles, l'immobilier dans lequel ils investissent, mais qui n'est pas un immobilier résidentiel, et leurs investissements financiers.
L'augmentation en question, la part dans leur enrichissement du patrimoine industriel dans cet enrichissement est de l'ordre de 83%. Donc ces gens-là ne sont pas des profiteurs, ne sont pas des prévaricateurs, ce sont des gens qui ont pris des risques, qui investissent industriellement et qui se retrouvent à la sortie profiter de ces risques. On peut craindre en conclusion que ce sont ces riches qui créent l'emploi aux États-Unis, qui sont actuellement visés, qui ont été visés depuis plusieurs années par les égalitaristes comme Piketty ou Joseph Stiglitz ou le président Obama, et que ces gens-là qui prennent des risques, qui à chaque reprise, après chaque crise, investissent, on peut craindre que ces gens-là, menacés et plus taxés, aient décidé de ne plus prendre de risques et d'être à l'écart. Ceci peut expliquer pourquoi, malgré le robinet du crédit ouvert à plein, les banques américaines ne trouvent pas d'emprunteurs et pourquoi la reprise américaine est si faible. De ce fait, en conclusion, l'imposture Piketty condamne des millions en chômage en interdisant la poursuite du miracle américain.